Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La mission des États ouest-africains dépêchés au Mali cette semaine s'est dite rassurée. La CEDEAO exige le retour des civils au pouvoir et le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, semble être dans cette logique. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo arrivera le 17 juin à Abidjan en provenance de Bruxelles, où il réside depuis son acquittement fait mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale. C'est un détail fourni par son porte-parole. Plus de subventions sur les carburants au Soudan. Le pays a levé ses subventions dans le cadre de réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, doublant les prix au risque d'attiser le mécontentement populaire. C'est là les principaux titres de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. La mission des États ouest africains dépêchés au Mali après un deuxième coup d'État militaire en 9 mois s'est dite rassurée. La CEDEAO exige le retour des civils au pouvoir et le nouveau président, le colonel Assimi Goïta, semble être dans la même logique. Reportage. Début 2022. C'est au bout de ce délai que la CEDEAO espère le retour des civils au pouvoir au Mali. Cette exigence, d'après le premier putsch, n'a pas varié après le second, qui fait de Assimi Goïta le désormais président de transition. Les propos de Jean-Claude Cassibrou, haut responsable de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, semblent témoigner de la bonne foi des actuelles autorités du pays. Bien sûr, on a pris note de la mise en œuvre d'une décision qui avait été prise à Accra, à savoir la nomination du Premier ministre, qui est intervenu hier. Nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect, dans le cadre de la transition ici, des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça, c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin au niveau surtout des élections présidentielles dans le délai imparti de fin février 2022 et des autres élections également. À propos des sanctions, le président de la commission de la CEDEAO clarifie. Les sanctions qui ont été prises, c'est la suspension du Mali des institutions de la CEDEAO. Ça, évidemment, c'est lié au fait qu'il y a eu un État qui a été condamné par la communauté. Et donc, il s'agira de voir rapidement quand est-ce que, comme on revient dans l'ordre constitutionnel normal, et à partir de là, les chefs d'État évalueront la situation par rapport à cette sanction. Jean-Claude Cassibrou faisait partie de la mission envoyée mardi au Mali par la CEDEAO, médiatrice dans l'inextricable crise politique dont s'accompagne la crise sécuritaire malienne. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo arrivera le 17 juin à Abidjan par un vol commercial en provenance de Bruxelles, où il réside depuis son acquittement fin mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale. C'est un détail fourni par son porte-parole. Le président Laurent Gbagbo est attendu le 17 juin à Abidjan. Il arrive par un vol de la compagnie Bruxelles Airlines à 14h locales GMT, a déclaré le porte-parole Justin Katina Koné lors d'une conférence de presse. Absent depuis 10 ans de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo vient pour la paix et son souhait est que tout se passe dans la paix. À l'occasion de son retour, a affirmé Katina, son porte-parole. Selon lui, l'ancien président ivoirien arrive porteur d'un message très important de réconciliation attendu par le peuple et dont l'objectif est de ressouder au maximum les liens cassés. Les préparatifs vont bon train et le gouvernement ne nous a exprimé aucune restriction. Nous travaillons selon le format que nous nous sommes fixés, à savoir un accueil populaire, a-t-il souligné. La décision du président Alassane Ouattara d'autoriser Laurent Gbagbo à rentrer dans son pays en lui accordant les avantages dus à son rang d'ancien chef d'État a été prise après son acquittement le 31 mars
par la Cour pénale internationale, CPI, qui le jugeait pour crime contre l'humanité. Des négociations sur les conditions de ce retour, après 10 ans d'absence, ont eu lieu ces dernières semaines entre le parti de Laurent Gbagbo et le gouvernement, qui veut éviter tout débordement au moment de l'accueil que souhaitent lui réserver à Abidjan ses partisans par milliers. Laurent Gbagbo avait été arrêté en avril 2011 après plusieurs mois de crise post-électorale provoquée par son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2010. La crise née de ce refus avait fait quelques 3000 morts. C'est pour ces violences que Laurent Gbagbo avait d'abord été détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire, puis transféré fin 2011 à la Cour pénale internationale CPI à La Haye, qu'il a définitivement acquitté en appel le 31 mars à l'issue d'une longue procédure. Des civils ont été tués et un hôpital incendié en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, où d'intenses combats ont opposé lundi l'armée régulière à des miliciens dans cette province placée sous état de siège. C'est ce qu'ont indiqué un rapport ce mardi des sources concordantes. Le bilan de l'attaque de Boga lundi dernier a été réévalué à 10 victimes civiles, après la découverte de 5 corps supplémentaires. L'hôpital a été incendié et un tombeau a été profané dans la cathédrale, a indiqué le baromètre sécuritaire du Kivu, KST, qui avait donné un premier décompte de 5 civils tués. Les experts du KST ont indiqué que 2 assaillants ont également été tués. L'hôpital général du village de Boga, dans le sud de l'Ituri, a été la cible délibérée d'une attaque brutale le 7 juin dernier, avait indiqué un peu plus tôt l'organisation Médecins sans frontières qui soutient l'hôpital. La pharmacie et le dépôt des médicaments ont été pillés, le service de soins intensifs incendié et les bâtiments saccagés, selon les premières évaluations, a indiqué cette source. 9 enfants hospitalisés dans le service pédiatrique de l'hôpital et 2 adultes attendent d'être évacués vers un autre hôpital à Kéti, où au moins 8 patients, dont 3 blessés par balle, sont arrivés lundi soir, a ajouté Médecins sans frontières. L'ONG affirme savoir très peu de choses sur les auteurs et les motivations de l'assaut contre cet hôpital, dernière structure qui fournissait des soins aux populations vivant dans cette partie négligée de la République démocratique du Congo. D'après l'armée, l'hôpital a été incendié par des membres en fuite du groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées, ADF. Plus de subventions sur les carburants au Soudan. Le pays a levé ses subventions dans le cadre de réformes économiques soutenues par le Fonds monétaire international, FMI, doublant du coup le prix du carburant, risque d'attiser le mécontentement populaire dans un pays enfoncé dans une crise économique profonde. Cette mesure a été décidée par le ministère des Finances, a rapporté tard mardi soir l'agence de presse officielle soudanaise SUNA. Elle a quasiment fait doubler le prix du litre d'essence, passé de 150 à 290 livres soudanaises, soit 0,3 à 0,56 euros. Le prix du litre de diesel a, lui, augmenté de près de 128%, passant de 125 à 285 livres soudanaises. En octobre, les prix avaient déjà doublé et plusieurs manifestations contre la vie chère ont eu lieu au cours de l'année passée. Après la disparition des subventions, les prix seront révisés périodiquement en fonction de la valeur indicative du dollar, a précisé SUNA. Répondant aux exigences du Fonds monétaire international en particulier, cette mesure permettra à Khartoum d'établir un mécanisme pour que ces institutions étatiques et son secteur privé puissent travailler avec les institutions financières internationales, ajoute l'agence. Prise avec beaucoup de retard, la décision permettra à l'État, qui dépensait environ 1 milliard de dollars pour ses aides chaque année, de focaliser ses efforts sur les distorsions de l'économie soudanaise, selon le ministère des Finances cité par SUNA. Le FMI, qui a adopté en 2020 un programme pour le Soudan, a exigé que le gouvernement soudanais mette en place plusieurs mesures d'austérité, dont la suppression des subventions étatiques. En février, les autorités ont également adopté un régime de change flottant afin de lutter contre le marché noir.
Depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, destitué en 2019, après 30 ans d'un règne marqué par des conflits armés, une économie exsangue et de lourdes sanctions internationales, le Soudan est enfoncé dans une crise économique profonde. Le gouvernement de transition s'est engagé depuis 2 ans à rétablir l'économie du pays, minée par un manque constant de devises et une inflation qui a dépassé les 360% en avril. Le Burundi a organisé sa première journée nationale de patriotisme en hommage à l'ancien président Pierre Nkurunziza, à qui il a récemment été accordé le titre de guide suprême du patriotisme par le président actuel, Évariste Ndayishimiye, suivant respectivement la veuve de Nkurunziza et le président Évariste pour plus de précisions. Au cours du temps qu'on a passé ensemble, il était un bon conseiller. Et même vous qui avez eu la chance d'être proche de lui, vous savez qu'il donnait de bons conseils. Moi, j'ai perdu le premier bon conseiller que j'avais. En peu de temps, il a commencé à faire développer le pays pour qu'il ressemble aux autres nations et prospère. Mais vous comprenez que le développement était difficile parce que nous étions en pleine réconciliation. Son Excellence Pierre Nkurunziza était quelqu'un de courageux. Il aimait travailler et inspirer les autres et il avait compris que celui qui veut réussir doit travailler fort. Il était le modèle du bon travailleur qui commence le travail très tôt et gagne du temps pour aller inspirer les autres au travail. La directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a rencontré le président tunisien Kais Saied lors de sa visite à Tunis. Elle intervient dans le cadre du partenariat entre la Tunisie et l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la culture et du patrimoine. Reportage. Lundi, au premier jour de la visite de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, en Tunisie, qui dure jusqu'à ce mercredi, elle a appelé la communauté internationale à se mobiliser pour explorer et protéger le patrimoine subaquatique. Les principaux sites archéologiques de Carthage, situés dans la périphérie aisée de la capitale Tunis, sont régulièrement grignotés par des bâtiments résidentiels ou des constructions rudimentaires. Elle a annoncé des explorations prochaines au large de la Tunisie et de la Sicile sur les bancs de Scherki où 5 épaves romaines datant d'une période comprise entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle après Jésus-Christ ont été découvertes par l'Italie en 2018. De Carthage, nous avons évoqué la question des sites du patrimoine mondial, de leur conservation, de leur transmission, de leur protection, mais plus fondamentalement la question de l'éducation, surtout après cette période de Covid et de fermeture des écoles dans un grand nombre de pays, et de l'importance aussi de la coopération scientifique qui est indispensable dans le XXIe siècle. Je vous remercie. Les eaux constituent le plus grand musée du monde avec leurs 3 millions d'épaves à explorer, a déclaré à l'occasion des 20 ans du vote d'une convention encadrant l'archéologie sous-romaine, la directrice de l'UNESCO. 8 pays participeront à cette première mission d'exploration, a-t-elle souligné. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes.